Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque que je n'aurais pas pu tester s'il n'y avait pas eu Nicolas pour le coup. Donc déjà, merci à lui. Et je vais pouvoir donc tester le Apple AirPods Max. Je l'ai eu un petit peu moins d'une semaine, donc je me suis un peu brouillé, mais c'est pas pour autant que j'ai négligé l'écoute, et je l'ai beaucoup écouté. Et donc, ce casque d'Apple qui est vendu de base à 650 €, belle bête, eh bien, il a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment le test devrait être assez long du coup, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce casque pour plein de raisons et j'espère que ça vous plaira ou j'espère que certains fans ne crieront pas trop à la douleur. Le but bien évidemment n'est pas non plus de le critiquer, il y a plein de bonnes choses aussi, mais c'est super intéressant. Ce que je voulais voir, c'était un petit peu les réactions, qu'est-ce qu'attendaient les gens de mon test, et c'est assez intéressant, je vais vous lire quelques tweets du coup par rapport à ça, ce qui était assez drôle. Hop. Donc, les divers tweets qu'il y a eu, donc qu'est-ce que j'en aurais pensé? On va voir si ça se vérifie au fur et à mesure dans la vidéo. Confortable, trop de basses, pas assez de fréquences élevées ou des sous-basses, donc ça m'a affiché qui dit ça. Wissam qui fait un super son en ANC de malade mais une ergonomie de merde, finition chelou, solidité de péripatéticienne, prix d'amis malveillants. Mathieu qui me sort donc un son très retravaillé par Apple, un mode veille comme on n'en a jamais vu dans le monde des stagiaires, un prix que seuls les fans de la marque peuvent justifier. Est-ce que j'ai tout bon? Glitch qui dit tout simplement trop cher pour ce que c'est. Planète qui fait à la hauteur des meilleurs mais 250 € de plus que ces mêmes casques. C'est l'idée générale, manquerait plus que ce soit pire que ça. Sam qui prend un petit peu la petite blague du Blond BL30 et je vous conseille de regarder qu'est-ce qu'un très mauvais casque. Donc qu'est-ce qui va le surpasser justement ce très mauvais casque. Pierre Schill, très bien et trop cher pour la populace, mais manque de fonctionnalité et d'un bouton pour les éteindre. Pour les audiophiles, ça on en reparlera pour le côté audiophile. Pas mal, fait le taf, mais trop cher pour la qualité de son offert. Casque qui pince les cheveux longs et bouclés, alors ça, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est autre chose, mais pour le coup non, tout simplement. Pour tout simplement Vanessa, donc ça c'est Love Fred, Vanessa mitigé, Fares trop cher. Lorenzo Lala, un driver assez faible, l'un d'électronique, enfermé dans son écosystème pour les pigeons quoi. Donc ça c'est un petit peu plus rentre dedans. Roumain, un excellent casque pour les fanboys. Et bonjour toi. Et donc justement nous allons commencer ce test et voir qu'est-ce qui se vérifie réellement. Au niveau du design, ces AirPods Max reprennent globalement les codes d'un casque, ça c'est logique jusque-là, mais essaient de réinventer beaucoup de choses. Est-ce que c'est bien ou non? Est-ce que c'est bien ou non? C'est une excellente question. On aura beaucoup de choses à dire. D'une part, donc, on est quand même à 650 €, c'est un casque très cher, donc la finition va de même. Dire qu'il n'a pas de concurrence, ce serait un peu mentir, hein. Il y a Beoplay par exemple, ou Master Dynamics, mais qui est dans une autre gamme, mais qui a ce côté très premium. Mais on a Beoplay, Bang & Olufsen, qui, pour le coup, a des finitions et des prix qui peuvent être très similaires. On a le Beoplay H9, malheureusement je ne l'ai pas eu, qui a aussi des prix très élevés. On a beaucoup de choses à dire sur ce design. D'une part, on a cette finition métal au niveau des pavillons, on a ce côté très Apple Watch pour le coup, qui est un peu particulier. On a ce côté tout métal, franchement ça fait super premium, c'est super réussi. On a le bouton qui est au-dessus et le bouton devant qui va permettre la réduction de bruit. Et d'autres choses notamment, on en parlera un peu après dans la partie fonction.
C'est assez sobre et en fait d'un côté c'est tellement sobre que bah ça peut aider et de l'autre en fait c'est comme c'est sobre et arrondi comme une Apple Watch, ça lui fait des très gros pavillons. On a vraiment l'impression, et c'est beaucoup plus le cas en vrai je trouve que dans les visuels, mais on a vraiment cette impression d'avoir quelque chose de plus gros que la normale et ça fait presque plus gros que le Yamaha. Mais j'ai compris l'explication. Avant d'arriver à cette explication, on a une rotule ici pour pouvoir en fait justement que ça se mette bien par rapport donc à notre tête. Ce qui est bien, c'est qu'on a un serrage qui est quand même assez fort, hein, parce que le but c'est que quand c'est sur la tête, après, en fait, ça va être un petit peu comme ceci. Et on a des ressorts, donc c'est assez puissant, et c'est fait pour vraiment bien serrer la tête. C'est plutôt bien, ça tient bien, mais par contre on va sentir plus le casque que les autres, on sent vraiment qu'il va serrer. C'est un petit truc assez ingénieux parce que personne ne fait ça déjà, mais après le problème que j'ai derrière ça, parce que on a ça mais on va pouvoir l'étirer pour avoir quelque chose de plus grand selon notre tête. Et en fait c'est à la fois ingénieux mais de l'autre en termes de design je trouve que ça fait une grosse incohérence parce qu'on a quelque chose de large ici, on a quelque chose de gros ici, mais quelque chose de très très fin là. Et ce qui fait qu'en fait ça amplifie la grosseur due à cette rondeur, ce côté carré, ce côté ovale, la grosseur du pavillon par rapport à une toute petite tige. Je trouve ça pas super en termes, enfin comment dire, ça grossit tout ça et ça le rend trop fin et je trouve ça assez incohérent. Au-dessus, donc, on a ce système de mèche, justement, donc ce côté tissu pour tenir. Alors, est-ce que c'est réellement mieux? C'est ce qui est dit par Apple. Est-ce que c'est réellement le cas? Très honnêtement, je n'ai pas ressenti plus que ça. Je pense qu'il y a surtout un bon équilibre et un bon appui sur les côtés des oreilles pour ne pas que ça appuie trop fort. Parce que pour rappel, hein, c'est un casque qui est à 360 ou 380 grammes. Donc c'est l'un des plus lourds du marché. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Par contre, le fait tissu en mèche, est-ce que j'ai trouvé ça réellement mieux? Pas réellement, enfin en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux face au Yamaha encore une fois qui est quand même 325 grammes et il a quelque chose de tout ce qui est de plus classique. Et globalement en fait c'est un design qui est assez particulier parce que on a ce côté un peu plastique mat avec ce métal un petit peu, alors mat aussi mais forcément plus brillant. Et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Alors c'est un choix personnel, hein, mais je trouve que le design de ce casque, c'est très très bizarre. C'est extrêmement bizarre et pour moi ils vont pas du tout ensemble. C'est comme si on avait mélangé l'arceau d'un casque avec les pavillons d'un autre casque. Et on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus joli. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose au niveau des commandes. Moi quand je le mets sur la tête, quand je veux le replacer, ce genre de choses, donc je veux le replacer comme ça, ou je veux le remettre directement, je vais toucher la petite molette, ce qui fait que plusieurs fois j'ai manqué tout simplement de m'exploser les oreilles en mettant le volume quasiment à fond. C'est le truc con mais je ne comprends pas pourquoi ce bouton a été mis là. Beaucoup disent oui mais ça a été mieux fait, oui mais ceci, oui ça va. Mais franchement, plusieurs fois quand je le replace, juste parce que ça fait un peu de temps que je le mets, donc je suis juste replacé et c'est quelque chose d'assez naturel pour moi, mais ici ça fait défaut, ça fait réellement défaut. En plus de ça, on a le bouton de réduction de bruit, enfin pour moi, avoir le bouton là, c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux, il est extrêmement sensible comme je l'ai dit, et quand on veut le replacer, on va se mettre comme ça pour le replacer, et on va appuyer sur le bouton. C'est trop près en fait de la tige, en fait, de l'arceau. Et ça aurait été beaucoup plus pratique de l'avoir en bas, ou de l'avoir un petit peu en bas, comme ce que font la plupart des casques. En plus de ça, on est sur le côté Apple, on est sur le côté où tout est avec des gestes, et le côté métal ne permet pas ces gestes-là. Peut-être que ça aurait pu être fait différemment, avec un design, avec ce côté sensitif qui aurait pu être mis, comme ce qu'on a par exemple pour les antennes en dessous, où on a en fait une grande bande ici mat, qui est l'antenne Bluetooth justement. Et justement, c'est un petit peu ce qui aurait peut-être pu mettre un petit peu plus de, je sais pas, un truc un petit peu plus entre guillemets fantaisiste, mais ou avoir quelque chose d'un plastique qui peut faire métal, ça peut le faire plus ou moins, et avec ces gestes. Et là, on aurait eu quelque chose de réellement sobre. En disant, oui, on veut faire quelque chose de sobre avec ces deux boutons-là, les deux boutons-là sont mal placés, et par exemple, un Sony ou un Bose arrive à faire aussi sobre, en ayant très peu de boutons, mais beaucoup mieux géré. Dernière chose, pour cette première grande partie, on peut enlever les pads et les changer. Donc ça permet de les laver, ça permet de les changer, etc. Alors le fait que ce soit donc en tissu aussi, j'avais des doutes, et notamment j'ai des doutes sur comment ils vont vieillir, parce que forcément un casque ça donne chaud, ça fait transpirer, et puis l'été ça aide pas non plus. Tout comme au-dessus, et au-dessus ça ne peut pas se changer. Donc qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va se jaunir? Est-ce que ça va puer? Est-ce que ça va... C'est vraiment des grosses questions que j'ai, et ça on ne pourra y répondre que d'ici quelques années, voir comment ça vieillit. Il faut savoir qu'une paire ça coûte 80 €, je pense que maintenant tout le monde le sait, c'est extrêmement cher.
Le truc c'est que, alors c'est bien de l'avoir rendu magnétique hein, pour le changer très facilement, mais est-ce que ça ne devient pas un objet de mode? C'est une question que je me pose réellement, parce que ça va permettre de donner un peu de couleur à son casque. Mais si on prend juste un Yamaha avec quelque chose de beaucoup plus classique, on va avoir quelque chose de tout à fait user-friendly avec juste le fait qu'on tourne et hop, ça s'enlève. C'est aussi simple que ça. Et hop, je le replace. Et c'est remis. Donc, c'est bien, hein, mais est-ce qu'il fallait réellement qu'on ait quelque chose d'aimanté pour avoir quelque chose de waouh, ça change tout? Surtout que, posez-vous les questions et dites-le moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà changé les pattes de vos casques? Est-ce que vos casques, les coussinets se sont tellement dégradés que ça en est au point où vous ayez dû les changer? Je pense que c'est très rare et des casques que j'utilise parfois assez régulièrement, comme le Sennheiser, ça a mis énormément de temps, enfin même aujourd'hui je vois pas de dégradation, que sur certains casques bas de gamme, mais parce que j'avais utilisé 6 mois d'affilée. Et avec 2-3 heures d'utilisation par jour, tout le temps. Donc, moi je me pose cette question-là, quelle est votre réponse à vous? Ça m'intéresse. On arrive maintenant à la partie fonction et autonomie, donc le côté classique. Donc, au niveau des fonctions, il faut savoir que ce casque, il est prévu déjà pour un environnement Apple. Alors forcément, je l'ai utilisé quand même sur Android et on perd pas grand chose. Côté Apple, on va avoir le côté audio spatial qui fonctionne que sur quelques applications. En gros, c'est de la virtualisation en 5.1. Ce qu'a fait Apple, basiquement, hein, pour expliquer basiquement, ils ont créé une scène virtuelle en 5.1 avec une zone fixe, un peu comme de la VR pour ceux qui ont déjà fait, et ça va se baser sur ce point qui est le téléphone pour recréer ça. Donc ça va se jouer sur des films, sur certaines musiques aussi, mais ça a encore beaucoup de mal à être présent. Le truc c'est que c'est une technologie propriétaire d'Apple, il faut gérer le casque en lui-même. Dolby a déjà essayé, mais le truc c'est que le faire sur plein de casques en même temps avec plein de propriétés, de caractéristiques, de signatures différentes, c'est extrêmement compliqué. L'avantage d'Apple c'est que forcément c'est que sur du Apple, donc lié à un iPhone avec un casque fait par eux-mêmes, donc tout se mélange bien, c'est le côté écosystème. Cette virtualisation, elle est assez efficace. Je l'ai testé sur 2-3 films sur Disney+. Le problème étant que, pour en profiter, il faut un iPad ou un iPhone pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, je sais pas comment ça va se développer, et c'est la très grosse question que j'ai. Comment ça va se développer pour le reste, pour les Apple TV, qui seront pas forcément en face de l'écran? Comment on va centraliser le son? Qu'est-ce qui fait que ça va être bon? Parce qu'en plus de ça, avec un iPhone, donc en gros dans l'idée c'est si mon téléphone il est là et que le casque est là, si je fais ça, le son va se diriger, le centre du son va être ici. Si je le fais là, il va se diriger là. Globalement c'était assez fiable, mais parfois il arrivait à se bloquer un endroit, ce qui fait que le téléphone était là, mais le son était à peu près par là. Il suffit juste d'éteindre l'iPhone, enfin de le mettre en veille, de le ressortir pour relancer la vidéo, et il se recentre. Un peu comme de la VR, hein, c'est juste un recentrage. Et bon, c'est pas mal. Par contre, on perd vachement de précision, et j'en parlerai dans la qualité sonore un peu plus. Là, je parle juste de la technologie en elle-même. Ce qui fait que c'est intéressant, et vraiment pour le côté film, c'est immersif. Mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? C'est un gros doute que j'ai, et ça me fait un peu penser à 3D Touch, qui était assez sympathique sur le papier. Dans la réalité, moi, j'y croyais pas à l'époque, et résultat, ça a été abandonné pour une technologie un peu plus standardisée, une autre façon de faire, où on n'avait pas besoin de cette technologie-là. Et là, je pense plus à un système un peu à la Dolby, où ce serait standardisé, et Apple n'arriverait pas à le mettre partout. C'est une vraie chose. Il faut savoir qu'il existe d'autres technologies, telles que 360 Reality Audio, mais ça n'a pas du tout percé, parce que c'est clairement pas du tout convaincant, et je pense qu'il y a beaucoup trop de travail derrière à faire. Ici, comme c'est basiquement du 5 points qu'on virtualise dans un système, hein, vraiment on crée une scène virtuelle en 5.1, et c'est le casque en fait qui va ressortir des scènes selon en fait comment on va orienter le casque, et c'est tout. Mais ça reste bien fait. Au-delà de ça, on a autre chose de plus basique, on a de l'ANC, j'en parlerai dans la partie audio aussi qui devrait être assez longue du coup. On a forcément le mode ambiant, j'en parlerai aussi. Au niveau du bouton, le bouton, alors comme je l'ai dit, il est mal placé, mais on peut régler le volume de façon assez facile. On peut changer de piste, on peut mettre sur play pause, et ça c'est plutôt cool. On a ce bouton-là devant qui va permettre tout simplement la gestion de la réduction de bruit, mais qui va permettre aussi le pairage, que ce soit avec l'iPhone ou les autres appareils. Chose intéressante, et je ne comprends pas du tout pourquoi, à part dire « Haha, t'as pas d'iPhone »,
Il faut savoir que vous avez une fonction play pause, que vous pouvez voir en fait à l'intérieur, vous avez le capteur, pardon ici, le capteur qui est ici, qui va permettre de détecter votre oreille. Quand vous avez un iPhone, paf, il se met en pause. Comme d'autres, par exemple, comme Sony. Comme le Sennheiser Momentum 3 quand ça marche bien. C'est plutôt cool, c'est bien, et c'est assez bien que ce soit présent sur un appareil aussi premium. Par contre, le truc, c'est que quand on est sur Android, pour aucune raison, ça ne se met pas en pause. Et pourtant, ça reste des capteurs, donc quand on est censé ouvrir le capteur, hop, ça s'éteint, enfin ça se met en... ça se coupe et c'est tout. Là, ce n'est pas le cas, je trouve ça pas normal. C'est vraiment juste une fonction pour dire « Ah, t'as pas d'iPhone, prends un iPhone pour avoir cette fonction que tu devrais pourtant pouvoir utiliser. » Dans l'iPhone en lui-même, on n'a pas grand-chose en plus, ça va manquer de fonctionnalités, on a juste l'activation de l'audio spatial, la gestion manuelle directement depuis l'iPhone de la réduction de bruit active, le sens de la molette, et c'est à peu près tout. Pour le pairage aussi, il faut savoir qu'il faut bien se mettre en mode pairage en dehors du casque et appuyer sur le bouton d'ANC jusqu'à ce que ça clignote blanc en dessous. Si vous le mettez sur la tête, ça ne fera rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont limité ça entre la tête et dehors, mais il faut le savoir. Donc si vous attendez que vous ayez le pairing sur l'iPhone, ça ne marchera pas. Donc il faut bien le faire en dehors. Au-delà de ça, on est assez... C'est vraiment le minimum syndical en termes de fonction. C'est vraiment juste... rien en fait, c'est juste l'activation en gros du mode spatial et la molette, le sens et c'est tout. C'est le minimum syndical. C'est un peu dommage. Il aurait été sympathique d'avoir une égalisation, notamment pour certaines choses, et j'en reparlerai encore une fois dans la partie audio. Pour finir, on va parler un petit peu de l'autonomie. Il faut savoir, et j'en ai pas parlé dans le design parce que ça fait un peu trop long, mais c'est intéressant d'en parler ici. Il faut savoir que ce système-là, alors, je ne sais pas déjà à quoi ça sert, je ne sais pas pourquoi ils ont inventé ce système qui n'a aucun intérêt. Il faut savoir que Nicolas, donc qui m'a passé justement ce casque, eh bien, il s'est pris une pochette tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est ce qui aurait dû être présent lors de l'achat d'un AirPod Max. Je ne vois pas pourquoi c'est absent. En plus, la boîte est très sympathique et ça permet d'avoir un côté premium et une réelle protection du casque. Ce système n'a absolument aucun intérêt à part, et c'est ce qui est sa seule fonction, mettre en mise en veille très longue durée, en gros une espèce de grosse mise en veille prolongée du casque. Parce qu'en gros, quand vous avez le casque via la musique, vous l'enlevez, il se met en veille, et pour le mettre en presque éteint, mais pas vraiment, bah c'est ce truc-là. Qui a eu cette putain d'idée? Je veux dire, c'est le plus gros non-sens de l'industrie totale en termes de gestion d'alimentation. Je ne vois pas l'intérêt. Résultat, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ont eu d'énormes problèmes d'autonomie avec ce système qui ne marche même pas. C'est-à-dire que malgré ça, le casque se vide tout seul. Alors heureusement, la paire de Nicolas Cattard n'a pas eu ce problème-là, ce qui fait que je l'ai pas eu le cas non plus, et ce qui fait que j'ai même essayé, tout simplement, je l'ai laissé une nuit juste dans la boîte, sans le mettre dans ce système-là, et il a perdu que 8%, donc effectivement, ça va. Il y a eu des mises à jour qui ont réglé ça. Quentin Cugnot, que vous devez connaître, qui est beaucoup plus gros que moi, pour le coup, a encore ce problème-là, et Brandon, lui, par contre, ne l'a pas, en tout cas de ceux qui m'ont répondu. Ce qui fait que c'est pas encore totalement réglé, mais ça a mis quand même beaucoup de temps à se régler, et c'était un réel point noir du casque. En plus de ça, on n'a qu'une vingtaine d'heures d'autonomie annoncée. C'est au grand maximum si vous l'utilisez énormément une fois rechargé. Le truc, c'est que comme on a cette gestion de la veille, quand on peut jamais l'éteindre, eh bien il n'aura jamais réellement 20 heures. Donc on sera, selon le fonctionnement de la mise en veille et de la mise en veille prolongée, en gros entre, et selon aussi le temps que vous utilisez le casque par jour, on va dire entre 5 et 20 heures. Tout simplement, c'est complètement aléatoire. C'est un énorme problème parce que vous ne pouvez jamais réellement compter sur l'autonomie du casque. Vous ne savez jamais réellement combien il va vous rester le lendemain, et limite ça veut dire qu'il faut que vous le rechargiez tous les jours. Et bah face à un casque que j'ai testé tout récemment, puisque c'est le casque que j'ai testé juste avant, le Yamaha, qui m'a fait forte impression, avec ses 35 heures d'autonomie, bah là ça fait pas le figure, c'est face au Bose, alors Bose qui clairement est pas ouf côté autonomie, mais face à du Sony avec du 40 heures, face à du Sennheiser à 16 heures, mais il y a 2 ans, à 650 €, on devrait avoir le top du top en termes d'autonomie. Alors bon, Apple n'a jamais été réputé pour ses iPhones avec l'autonomie, mais est-ce qu'il fallait le répéter pour ses casques? Surtout avec le fait qu'il manque le bouton on-off. Ça aurait été bien d'avoir ce côté en plus, parce que c'est pas tous les casques qui ont 40 heures. Mais là, ça aurait été bien, et je pense qu'au vu de la taille des pavillons, ça aurait été largement possible d'avoir plus. Donc, très mitigé sur l'autonomie, et surtout la gestion logicielle, et surtout ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour avoir un maximum d'autonomie quand ça fonctionne bien, il faut avoir ce truc constamment. Et clairement, ça, vous le mettez pas dans la poche.
Un casque, vous pouvez le mettre autour du cou, c'est pas très grave. Surtout qu'il se porte plutôt bien autour du cou. Franchement, j'ai pas eu de grands soucis à le mettre. Mais, bah voilà, ça veut dire que vous savez que vous allez perdre plus d'autonomie que si il était réellement éteint. Et à chaque fois que vous devez le ranger là-dedans. En termes d'efficacité, d'ergonomie, de façon de conceptualiser ça, je ne comprends pas d'où sort cette idée. C'est de la merde. Je n'ai pas d'autres mots sur ce point et je pense que tout le monde sera d'accord. En termes de qualité sonore, que vaut ce AirPods Max? Eh bien, il est très bon. Alors d'un côté, c'est un peu logique, à 650 €, heureusement qu'il est bon. Mais comment il est bon, c'est là toute la question. On a droit à un casque à 650 € avec un driver qui clairement va au-dessus de tous ses concurrents, ou presque. J'en parlerai un petit peu après, mais le Yamaha, lui, a très bien fait le taf. Pour ceux qui ont regardé mon test, vous savez déjà à quoi ce que j'ai pu dire sur ce casque, mais que vaut-il? Que vaut ce AirPods Max face au Yamaha de façon opposée? Déjà, on va parler du casque en lui-même et son son. Au niveau de la courbe, vous pouvez voir qu'on a un son qui est assez équilibré, avec des basses un peu mises en avant et un creux dans les aigus. En gros, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Ça se traduit par quoi? On a un son qui est très bien réglé, vraiment très bien réglé. On a un son qui va être à peu près pour tous les styles. Parce qu'on a une basse qui va être un peu présente sans trop en faire, même dans les très basses fréquences. On va avoir des médiums qui sont assez chauds, assez chaleureux, des aigus avec ce creux qui est présent, qui fait qu'on va avoir quelque chose d'assez subtil et délicat, qui sera jamais agressif, mais qui pourra manquer un peu d'énergie, et des hautes fréquences qui seront très bons et qui seront très détaillés. On a une scène assez large, même très large, on a quelque chose qui est globalement très détaillé, on a un son bien technique, qui fait que c'est l'un des meilleurs casques du marché, clairement, face à la concurrence. Il est au-dessus du Bose, sans aucun doute, il est au-dessus du Sony, sans aucun doute, il est un peu au-dessus du Sennheiser Momentum 3, et j'en parlerai, et face au Yamaha, c'est à peu près la même chose. Le truc, c'est qu'il coûte 650 € encore une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va passer sur tous les styles, réellement tous, parce qu'il est bien adapté pour s'adapter à tous. Mais il sera mieux pour des styles un peu plus, entre guillemets, sages, du jazz, du dub, du classique, la variété, etc. Ça passe extrêmement bien. Pour du métal, par exemple, que j'écoute beaucoup, ça pourra manquer un petit peu de basse, et à la limite, quand c'est très chargé, il va tendance à être un peu plus clair, et ce qui fait que ça peut être un petit peu plus agressif que ce que propose Yamaha, ou d'autres casques. Ça, c'est une chose. D'autre part, pour de la synthwave, pour de l'électro, on va avoir quelque chose qui peut, pareil, manquer un petit peu de profondeur, un petit peu de basse, vraiment un petit peu, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Parce que dans l'ensemble, c'est vraiment très bien géré, et je pinaille à ce point-là, là-dessus. C'est pour ceux qui veulent quelque chose qui soit un peu fun, une basse qui soit vraiment vivante. Ça va se ressentir plus dans les films d'ailleurs, là-dessus, ce côté qui peut être un poil trop plat, pour certains. Ceux qui ont l'habitude de la basse, et notamment de la basse des Sony, hein, c'est un peu là-dessus, où on se dit, bon, il est très sympa et très technique, super bien, très bien détaillé, mais ça manque un petit peu. C'est vraiment juste ça. Pour moi, c'est un petit peu l'espèce de, pas grosse évolution, parce que c'est pas forcément le cas, mais le côté ultra premium du Bose en termes de son. C'est vraiment ce que j'en ressens. On peut voir au niveau de la courbe, c'est un peu moins neutre que le Bose, mais on a un peu plus d'ampleur, on a un peu plus de chaleur. D'ailleurs, c'est les voix qui sont assez chaudes. Dû au fait qu'on ait un creux dans les aigus, ça va rendre les voix plus chaudes, plus jolies à écouter que d'autres d'ailleurs, dû à ça. Donc c'est assez intéressant, et ce qui le rend vraiment très joli à écouter pour beaucoup de styles. Et notamment ceux qui aiment beaucoup les voix un petit peu chaudes, vous allez vraiment apprécier ça. On fait une petite parenthèse avec l'audio spatial, pour le coup, j'ai pu le tester un petit peu, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'applications compatibles, hein. Il faut regarder un petit peu ce qui est compatible. Vous avez du Apple TV et tout ce qui est en 5.1 sur Disney+. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait côté ergonomie, enfin côté fonction. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de regarder, c'est en début de cette partie-là. Dans la réalité, cette fonction est vraiment bien gérée pour un virtualiseur, parce que ça reste toujours très compliqué à faire, d'avoir quelque chose d'assez naturel, d'assez détaillé et d'assez convaincant. Et tu vois pas que je tourne là?
C'est assez convaincant et on a quelque chose qui est assez réussi en termes de gestion de la scène. En fait, on a vraiment cette idée où on a posé une scène, on a mis le casque et on lui dit, tu vois, là, hop, gyroscope, ça c'est ton point central. Et ce qui fait qu'on va vraiment avoir le son, comme on déplace tout ça, qui va vraiment venir d'ailleurs. Donc on a vraiment ce casque qui va être dans une scène et on va pouvoir se balader dedans. C'est assez bien géré, ce qui fait qu'on va vraiment avoir cette scène qui va être un peu plus immersive, où on va avoir des choses vraiment beaucoup plus détaillées. Par contre, on perd une chose très importante, c'est le détail du son. On a quelque chose qui est globalement plus brouillon, ce qui fait que même si on arrive à suivre les sons un peu plus facilement parce que c'est un peu plus éclairé de ce point de vue-là, globalement, on a un son qui est beaucoup moins précis. Si vous avez déjà fait de la VR, c'est comme si vous passiez d'un écran plat mais ultra détaillé, ultra précis, à de la VR avec quelque chose où c'est pas très détaillé, où il y a plein de points noirs parce que la résolution n'est pas suffisante. En gros, c'est à peu près la même chose. Les gens qui sont pas très alertes sur la qualité sonore n'y verront que du feu. Pour ceux qui sont très attentifs, vous le sentirez tout de suite. Ce qui fait qu'un bon casque sera mieux là-dessus. Sauf que, dans les films, il s'en sort mieux avec ce virtualiseur en termes de qualité, un peu côté un peu plus cinéma, parce que le réglage n'est pas du tout le même. On a un son qui est beaucoup plus fun, avec une basse qui va être beaucoup plus présente, des aigus aussi qui vont beaucoup plus ressortir, des médiums un peu plus en retrait. Mais ça va se ressentir, et par exemple j'ai écouté un peu The Rock, enfin regardez, écoutez The Rock, et pour ceux qui connaissent le film, hein, pas l'acteur, ce qui fait que dans le film en fait on sent que par exemple dans la course-poursuite, pour ceux qui connaissent le film, eh bien la musique est vraiment très en arrière, elle est bouffée par toute l'action, et ce qui donne ce côté un peu dramatique de la musique qui vient accompagner tout ça, bah elle est presque effacée. Donc, c'est un peu dommage. Après, c'est à vous de voir, mais c'est assez convaincant, et clairement, pour l'instant, il n'y a pas de concurrent là-dessus. Le truc, c'est qu'on est limité au côté mobile, donc à part si vous aimez beaucoup regarder un film avec une qualité de son cinéma, mais un écran de 6 pouces, bah c'est à vous de voir, mais moi je préfère une qualité plus 2.0, mais avec un vrai bel écran, tout simplement. Voilà, chacun son truc. Ensuite, l'ANC. L'ANC, c'est aussi quelque chose d'important, et là-dessus, face à la concurrence, clairement, il est dans le très haut du panier. Il fait face à Bose et Sony de ce point de vue-là, et de façon extraordinaire. C'est assez logique déjà, parce qu'on a une qualité technique qui est excellente, et qui permet d'avoir une grande dynamique, mais aussi, tout simplement, Apple a pris le temps de développer ça, et à 650 €, encore une fois, heureusement qu'il fait partie du haut du panier. Mais on est à peu près à l'équivalent du Sony et du Bose, c'est un petit peu mieux de ce que je sais, moi malheureusement je peux pas le mesurer, et ce qui fait que c'est normal, on est quasiment au double, voire parfois au triple si on compare au XM3 de Sony. Heureusement qu'il fait au moins aussi bien qu'eux. Donc ce qui fait qu'au moins ça marche toujours très bien. Chose quand même à noter, c'est la partie mode ambiant qui elle fonctionne extrêmement bien, et clairement si vous faites tout simplement un pad sur l'oreille, l'autre à côté, vous n'entendrez quasiment pas la différence. En fait, on sentira juste un petit peu quand on a les deux oreillettes dessus, sur nos oreilles, qu'il y a un peu plus d'aigus que la normale, en tout cas moi c'est ce que j'ai noté, mais c'est tout. On va entendre un petit peu plus de bruit à la limite, mais c'est tout. Réellement, c'est excellent, et clairement, j'ai testé face au Momentum 3, il est clairement largué là-dessus. J'ai pas le Sony et le Bose, donc je saurais plus vous dire. Et face au Yamaha, pour avoir testé un petit peu, le Yamaha est un peu moins bon, on a un peu moins d'aigus, mais ça se vaut quasiment. Donc Yamaha aussi a très bien bossé là-dessus, et c'est même assez étonnant, je m'attendais pas à ça, mais ce qui fait que là-dessus, ça a été très bien géré de la part d'Apple. Maintenant qu'on a parlé de la qualité sonore de ce casque, que vaut-il face à la concurrence? Vous avez eu un petit peu d'infos déjà sur la partie précédente, mais plus précisément. Je vais déjà le comparer à son plus gros concurrent, mais le plus gros inconnu actuellement, c'est le Yamaha YHE700A. Un nom à coucher dehors, mais bon, on fait un peu comme tous les autres japonais, comme Sony. Le AirPods Max est à peu près équivalent, sauf que aujourd'hui on le trouve à 600 €, le Yamaha à 350. Ils étaient lancés à 650 et 400. Le truc c'est que on a une qualité technique similaire, mais pas le même réglage audio. Pas la même finition non plus, on est un peu en dessous sur divers points sur le Yamaha, mais ça devrait convenir à la plupart des gens.
En gros, le Yamaha, ce qu'il a en plus par rapport aux AirPods Max, c'est qu'il est plus fun. Clairement, il est largement plus fun. On a une basse qui va beaucoup plus s'exprimer, on a des aigus qui sont plus énergiques, qui sont plus présents, on n'a pas un gros creux comme ce que propose le AirPods Max. Et on a quelque chose qui est vraiment très très bien réglé, mais qui est un petit peu moins polyvalent que le Apple, parce qu'on a cette énorme basse, ce qui fait que pour des styles plus calmes, le Yamaha, lui, il n'est pas adapté. Sur de la dub avec quelque chose de gentil ou du jazz, la basse va être trop présente et ça va pas faire une très belle musique. Là où le AirPods s'en sort beaucoup mieux. Pour l'ANC, on est sur quelque chose qui est un peu mieux du côté d'Apple, mais le Yamaha est un peu en dessous des ténors en soi, mais pas de beaucoup. En termes de confort, je trouve le Yamaha un peu plus confortable. On oublie un peu plus le Yamaha globalement, et on n'a pas cette sensation de poids ou cette sensation de serrage que peut proposer le Apple. Donc là-dessus, c'est mieux. Par contre, ça respire un peu moins du fait qu'on est sur des coussinets en simili-cuir. Là où on est sur du mesh, ça semble plus respirer. J'en parlerai un petit peu à la fin d'ailleurs de cette partie-là, pourquoi d'ailleurs c'est en tissu. Ce qui fait qu'il est très bien conçu et surtout il a une bien meilleure autonomie et globalement, il s'en sort quasiment aussi bien que l'Apple sur tous les points. En termes techniques, sur la qualité sonore, c'est aussi bien, voire une scène un peu plus large, mais voilà, on a le côté plus fun, tout dépend ce que vous recherchez. Le truc, c'est que voilà, on est quasiment 2 fois moins cher que le AirPods Max. Et c'est son concurrent principal. Encore heureux que, bon, Yamaha, en termes de grand public, c'est pas trop ça. C'est plus réservé aux gens qui s'y connaissent beaucoup. Après, en termes de concurrence, il y aura toujours Sony avec ce son qui m'a beaucoup marqué. Je préfère largement le AirPods Max. Beaucoup de gens le comparent en disant « ouais, il est bien mieux, etc. » en rapport qualité-prix. C'est ce que je fais avec le Yamaha. Sauf que, comme le Yamaha, et c'est encore pire là, on n'a pas du tout le même son. On a un son du côté du Sony qui est beaucoup plus terne, je trouve, dans les aigus et dans les médiums, et avec énormément de basses et beaucoup trop. On peut jouer avec l'égalisation, mais je trouve que ça n'arrive pas à rattraper le côté terne du casque globalement. Par contre, si vous recherchez juste un son qui soit très fun, sans être très exigeant sur la qualité sonore, avec surtout une excellente réduction de bruit, un côté très léger, très confortable qui s'oublie, le Sony répondra totalement à vos exigences, avec une superbe autonomie. Mais le AirPods Pro Max, enfin AirPods Max machin, le AirPods Max en soi, bah, il s'en sort mieux dans tous les points. Il s'en sort mieux en termes de qualité sonore, de réduction de bruit, de mode ambiant. Les micros, je saurais pas dire, je pourrais pas vous dire. L'ergonomie par contre moins bonne, il fait plus lourd, il a une autonomie moins bien, et il a toujours cette pochette aussi, hein. Ça c'est valable pour tous, mais cette pochette c'est incroyable. Et du Lightning bien évidemment. Ce qui fait que, en soi, c'est pas là-dessus qu'on va vraiment le choisir, c'est vraiment 2 produits différents qui sont pour 2 cibles différentes, et notamment ici c'est pour la cible Apple. Le fait que Sony ait un codec LDAC, on s'en branle totalement. J'en parle même plus des codecs parce qu'on s'en fout en fait. C'est pas ce qui fait qu'un casque est hi-fi ou non. Il va quasiment jusqu'aux 20 000 Hz, on sent qu'il est précis jusque très haut dans les Hertz, qu'il arrive à garder cette connexion très haut et que ça s'effondre pas tout de suite, tout comme le Yamaha. Là-dessus c'est excellent dans les 2 cas. Mais le truc c'est que d'une part on n'est pas filaire, d'ailleurs comme le Yamaha, il n'est pas filaire puisqu'il faut acheter le câble en plus, et ça c'est aussi une chose, hein, pour ceux qui veulent jouer, bah ça on s'en sépare aussi. Ce qui fait qu'en fait le Sony, voilà, c'est ça, hein, c'est surtout le rapport qualité-prix, mais je le trouve pas très joli. Je le trouve plus cohérent face au Bose Headphone 700, qui a un son qui est assez plat pour le coup, je m'attendais pas aussi plat, mais qui est beaucoup moins ample. On sent que le driver est vraiment la grosse limite du casque, par rapport d'ailleurs au AirPods Max, mais par rapport à son prix aussi. Il est vendu 300-320 € à peu près, le Bose Headphone 700, donc clairement 2 fois moins cher que ce que propose le AirPods Max. Juste petite parenthèse par rapport au Sony, le XM3, lui, il est vendu moins de 200 €, enfin on peut le trouver à 200 € aux alentours, donc c'est 3 fois moins cher que l'AirPods Max. Ça pique un peu. Le Bose en soi, il a une réduction de bruit qui est équivalente, il a un confort qui est à peu près équivalent, voire meilleur, et je trouve le design plus joli. On a cette ergonomie générale au niveau des boutons et tout qui est mieux gérée. On a une autonomie équivalente, mais le seul gros défaut du Bose, eh bien, c'est surtout, au final, son driver. On sent que ça manque d'amplitude, on sent que ça manque de fun, et lui, par exemple, bah là, il va être moins polyvalent que le casque d'Apple, et sur des styles un peu fun, donc électro, rap, métal, il va avoir beaucoup de mal à s'exprimer, à être, comme on pourrait dire au Dieu du village, à être un peu joueur, et avoir ce côté très ample. Là où le casque d'Apple, lui, le gère beaucoup mieux, et ce qui fait qu'il est plus polyvalent de ce point de vue-là. Et c'est vraiment la grosse différence. Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez, et Bose a quand même, encore une fois, le rapport qualité-prix pour lui, là où lui, bah, il l'a pas, mais il a la qualité technique en plus en termes de son.
Ce qui fait qu'en gros, ce qui va faire la différence, on va en parler dans la conclusion, son plus gros frein déjà, c'est son prix. Mais bah, les qualités techniques sont là, et c'est ça qui fait toute la différence. Face au Sennheiser Momentum 3, on a quelque chose qui est quand même mieux du côté d'Apple, mais on a beaucoup de choses positives du côté du Sennheiser. Le casque a quand même 2 ans, il a un peu de temps, mais il a un driver qui reste encore très bon. Mais on le sent inférieur à celui du AirPods Max, ce qui fait que ça va donner un côté moins fin. Aussi, Sennheiser a mis plus d'accent sur la basse, et bah, ce qui fait que ça le rend vraiment plus fun. Mais ça peut être un peu envahissant aussi, ce qui fait que sur des styles justement plus calmes, ça pose les mêmes problèmes que pour le coup le Yamaha, avec une basse qui va être trop présente et qui n'est pas forcément agréable. Mais pour des styles plus fun, bah il est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus fun que les AirPods Max, donc du métal, du rap, de l'électro, ce genre de style qui demande quelque chose de fun, et ce qui fait que le Sennheiser est bien meilleur là-dessus. Par contre, son gros défaut, c'est la réduction de bruit actif qui est clairement en retrait. Je parle même pas du mode ambiant qui est à l'ouest, qui clairement ça se ressent tout de suite. Pour l'avoir encore et pour l'utiliser, on sent que c'est 2 gros défauts du casque. L'autonomie, elle est de 16 heures, mais bon, bah, on n'a pas ce problème d'autonomie un peu variable selon les modèles. Quand on l'éteint et c'est tout. Et encore une fois, ça c'est un truc positif. Il fait moins gros aussi, par contre il est aussi lourd, et pour le coup, le maintien est un peu meilleur du côté d'Apple. Là où on a un côté un petit peu plus lâche sur le système du Momentum, ce qui fait qu'il peut faire lourd sur des très longues sessions. Mais encore une fois, hein, c'est du pinaillage à ce prix-là. Le Sennheiser, lui aussi, il est à une 300 €, 350, ce qui fait qu'encore une fois, il est largement moins cher que celui d'Apple. Ça dépend ce que vous cherchez. Et en gros, bah justement, on va aller à la conclusion pour résumer un peu tout ça. On arrive enfin à la conclusion de ce test, et pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, eh bien bravo à vous déjà. Que peut-on résumer de ce casque Apple? Il y a des choses très bien, et il y a une chose très mauvaise. En gros, le plus gros point faible de ce casque, forcément, c'est son prix. C'est assez logique, mais le truc c'est que ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est que les AirPods Pro se sont mis dans une concurrence normale, et c'était à 250 €, on avait Sennheiser à 300, on avait Sony qui était dans les 250, Bose aussi, enfin, ils se sont tous mis sur cette gamme de prix. Apple s'est mis en plein milieu, et c'était assez logique, parce qu'ils sont arrivés avec les trous wireless à l'époque des AirPods classiques, mais dans les pros, bah, le marché avait beaucoup évolué. Et c'est là où c'est étrange, c'est que un casque qui aurait été vendu 400, 450, 500 € à la limite, tout le monde aurait compris. Tout le monde aurait compris, c'est Apple, blablabla. Bon, c'est toujours le truc de justification de prix qui devrait pas l'être. C'est pas parce que c'est Apple que ça excuse tout, mais ça c'est un autre débat. Dans tous les cas, le truc c'est que c'est lancé à 650 €. 650 €, c'est face à Beoplay. Je n'ai pas testé, je sais que c'est pas super, dans le sens où c'est beaucoup orienté sur le design, mais sur le son, c'est un peu moins travaillé. En tout cas, ça vaut pas forcément son prix. Là, ça vaut pas forcément son prix non plus, parce que c'est un casque qui est orienté très premium. Le truc c'est que, bah justement, on a de la concurrence. Sennheiser est pas loin sur la qualité sonore, Yamaha est très proche sur énormément de points, voire meilleur sur certains, et ce qui fait que, encore une fois, ça le rend, à mon sens, moins intéressant encore, là où beaucoup le comparent à Bose et Sony. Sauf que Bose et Sony, ils ont quand même des défauts. Ils sont loin d'être parfaits, ils sont juste d'excellents casques sur la réduction de bruit, où ils sont les ténors du marché, mais beaucoup plus perfectifs sur la qualité sonore. L'avantage du casque d'Apple, c'est que certes on paye 650 €, certes on est limité avec l'expérience Apple, mais clairement ça reste un casque. Et les casques, le truc c'est qu'on n'a pas cette limitation comme ce que propose un iPhone en soi avec la gestion de diverses choses. Un casque, on peut l'acheter sur Android, si vous l'achetez sur Android, ça m'a pas empêché d'utiliser, je peux faire du play pause, je peux augmenter le volume, je peux faire répondre à un appel, je peux gérer la réduction de bruit, parce que de toute façon il n'y a pas de différence entre le fait qu'on le désactive ou pas, ils ont gardé la même qualité sonore, ce qui fait que si vous l'achetez parce que vous aimez le casque d'Apple, bah vous serez pas déçu même sur Android. Vous aurez juste pas la gestion de la batterie qui aurait pu être mise, parce que clairement c'est pas là-dessus que ça peut être chiant, mais on n'a pas cette gestion de batterie, donc vous ne saurez jamais quelle est l'autonomie de l'appareil.
Ça, c'est un peu handicapant. C'est que quand c'est sur un iPhone que vous pouvez avoir ça. Là où il y en a plein d'autres qui proposent de savoir quelle est l'autonomie du casque en appuyant sur un bouton. En tout cas, moi, j'ai pas vu de choses particulières là, par rapport à ça. Mais il est globalement bien conçu. Le design, comme j'ai dit, pour moi, c'est un peu particulier, mais il est bien conçu. Clairement très bien conçu, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes astuces. D'ailleurs, pour rapidement, j'avais dit que j'en parlerais, pour la partie, le côté mèche, le côté tissu, que ce soit en haut ou sur les côtés, ça fait respirer un peu plus l'oreille, c'est bien pour les sportifs. Parce que justement, ça a un côté un peu mieux, c'est un peu plus hygiénique. Merci Audio du Village d'ailleurs de m'avoir éclairé là-dessus. Par contre, à voir comment ça va vieillir, à voir l'entretien, si c'est facile d'entretien aussi, à voir comment ça vieillit aussi. Et ça, c'est les choses où on sait pas trop. Mais le casque est excellent sur plein de points. L'autonomie moins. Ce qui est impossible à comprendre, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu de mettre on-off, soi-disant pour le côté sobre, sauf que bon, bah, on voit très bien un Bose arriver à être très sobre avec très peu de boutons, et clairement ça aurait pu être largement mis sur un des deux boutons présents. L'éteindre et l'allumer pendant 8 secondes, il n'y a rien de sorcier. Tout le monde le fait. Ça, c'est une aberration totale en termes de conception. C'est impossible à comprendre, à part être complètement allumé. C'est critiquable la façon dont je le dis, mais c'est clair et net. Mais au moins, la qualité sonore est excellente, la réduction de bruit est excellente, le mode ambiant est excellent, le confort est excellent. Je crois que les micros sont aussi très bons, mais ça, je teste pas et ça, vous avez l'habitude. Ce qui fait que pour ceux qui attendaient le casque et que vous attendiez peut-être à ce que je le défonce, bah à part sur l'autonomie, cette gestion de l'autonomie, il n'y a vraiment rien à dire. Forcément, on est aussi limité au fait qu'on est sur du Lightning. C'est du Apple, produit Apple, bon, c'est comme ça. Mais ce qui fait que il est excellent sur tous les points, il manque quand même de base le câble. Je trouve ça aussi aberrant qu'on n'ait pas le câble de base. Pour ceux, et notamment Brandon qui l'a bien mis en avant là-dessus, bah pour ceux qui veulent jouer sur le Xbox, qui veulent connecter, qui veulent regarder un film, qui veulent l'utiliser en monitoring, bah vous pouvez pas. Il faut acheter un câble à 50 balles pour pouvoir profiter. C'est n'importe quoi. Tous les casques du marché, quasiment, sont en Bluetooth. Le seul que j'ai pas eu, les deux seuls casques qui n'avaient pas de jack, c'est le Transmart Apollo Q10 à 50 balles, mais avec 100 heures d'autonomie, et le casque de Xiaomi qui coûtait 30 balles. Mais à 650 balles, ouais, à part dire, ouais, regardez, on est trop bien, nous, on met pas de filaire, faut l'acheter à part. Bah, sauf que, même pour des gens qui font du montage, la latence, c'est pas possible. Je comprends pas l'idée de mettre le câble en option. En sus, ça se dit plus trop. En option, pour un truc qui pourtant devrait être forcément utilisé par ceux qui sont fans de l'univers d'Apple, avec un réglage qui est quand même excellent et qui permet quand même du monitoring, à peu de choses près, hein, à part le creux dans les aigus qui peuvent fausser un petit peu le réglage, c'est pas compréhensible. Ce qui fait que c'est vraiment, il y a des petites choses comme ça qui sont pas compréhensibles et qui sont, bah pareil, hein, pour le bouton, la molette, en soi c'est un super choix, trop sensible, très mal placé, pas rond. Tout simplement. Ils ont voulu faire des choses tellement différentes qu'ils ont voulu tout réinventer dans un casque. Le côté tissu, pourquoi pas, mais est-ce que c'est fait pour courir, pour les sportifs? Je sais pas. Est-ce que ça avait besoin de réinventer ça? Je suis pas sûr. Le changement des pads, ça va être une mode. Est-ce qu'il y avait besoin de réinventer ça? Non, un côté comme ce qu'a fait. Enfin, il y a plein d'autres moyens de le faire de façon beaucoup moins chère. Là, c'est juste très cher pour rien. 80 € la perte, faut le faire quand même. Le côté, le serrage, ça, par contre, je trouve ça super bien trouvé. Ce petit système ici pour le redescendre, alors il faut voir comment ça va vieillir. Ça me fait penser d'ailleurs au Sennheiser, c'est un peu le même principe, ou d'ailleurs même au Bose. Mais je trouve que Bose, c'est beaucoup mieux implanté, beaucoup plus classe, du coup. Et ce qui manque, et pour finir ça, c'est une boîte. Nicolas Catard a dû l'acheter à part. Sauf qu'en plus de ça, bah, ça change rien au fait qu'il faut quand même ça pour la mise en veille. La boîte est très jolie, elle fait très classe, elle va bien avec le casque. Pourquoi Apple ne l'a pas fourni? Pour finir avec le son, l'audio spatial, est-ce que j'y crois? Pas des masses. Il va falloir voir quand même, d'ici 2-3 ans, comment ça arrive à s'implémenter. Tout ça, si c'est peut-être très facile, ça pourra se développer, mais on est limité à l'univers d'Apple avec ce système-là. Par contre, ce qui est intéressant, et quand on en a parlé, et c'est ce qui est, il a eu l'idée, c'est super intéressant, Audio du Village a émis le doute du fait que ce soit utilisé pour de la VR, et de la VR sans fil. Ce serait très logique, aujourd'hui on y arrive avec le Quest 2, bah pourquoi pas de la VR, alors avec l'iPhone je sais pas, mais un VR spécifique où bah on serait sans fil avec le casque, qui n'aurait pas besoin d'être relié à ça pour avoir un son qui soit en 360 degrés, et qui permettrait que quand on tourne, bah le casque tourne avec. Si ça se développe, pourquoi pas, mais sinon, j'ai du mal à le voir, parce que comment on va l'implémenter sur les TV? Ça veut dire qu'il faudra forcément une Apple TV, comment ça va gérer avec l'Apple TV? Est-ce qu'il y aura des TV Apple tout simplement?
Comment ça va se gérer encore une fois? C'est énormément de questions par rapport à ça, même si la technologie est quand même très intéressante. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce très long test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude si vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations et pour s'amuser entre nous à parler audio et pour dépenser 600 € dans de l'hi-fi, pur et dur ou pas. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.